Je m'appelle Anne de Witt, je suis professeure ordinaire ici à la Faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles. Je m'appelle Laurence Rongy, je suis chargée de cours ici à l'ULB, donc j'enseigne en faculté des sciences et en faculté de Solvay. Après une thèse de doctorat en chimie ici à l'Université libre de Bruxelles, je suis partie en postdoctorat aux États-Unis à l'Université de Stanford en Californie. Après ce postdoctorat, je suis revenue ici et j'ai eu la chance d'obtenir un poste définitif de chercheur qualifié au FNRS avant d'être rapatriée dans le corps professoral au sein de l'ULB. Et donc actuellement, je dirige l'unité de chimie physique non linéaire ici au sein de la faculté des sciences qui comporte une douzaine de chercheurs. J'ai effectué ma thèse au département de chimie à l'Université libre de Bruxelles et ensuite j'ai été faire 2 ans de postdoctorat aux États-Unis à l'Université de Harvard et à l'Université de Yale en ingénierie. Et ensuite, je suis revenue à l'Université libre de Bruxelles en faculté des sciences grâce à un mandat de chargé de recherche du FNRS. J'ai un groupe de recherche de 6 personnes où on étudie le transport et les réactions chimiques. Dans le cadre du réchauffement climatique, le GIEC, par exemple, préconise d'essayer de développer une série de mesures pour limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Et donc, la séquestration géologique du CO2 est une de ces mesures. Donc concrètement, ce CO2 est capturé à la sortie des industries. Alors ensuite, il est transporté et puis il est injecté généralement sous haute pression dans les sous-sols. Donc ça peut être des anciennes nappes de pétrole, ça peut être des aquifères salins, mais dont l'eau est trop salée pour être utilisée comme eau potable ou comme eau d'irrigation. Et ensuite, bien donc, l'idée c'est que ce CO2 va pouvoir se dissoudre, alors soit dans les restes de pétrole, soit dans l'eau salée, où là on espère évidemment que s'il reste dissous, il est moins dangereux que s'il reste sous haute pression, où il risquerait de ressortir si jamais il y avait des failles dans la formation géologique. Bien sûr, avant de l'injecter dans les sous-sols, il faut faire des études de faisabilité et une partie de nos recherches consiste à étudier par de la modélisation et par des expériences simples en laboratoire quel va être le devenir de ce CO2 dans les sous-sols. Le CO2 dissous dans l'eau est bien connu pour réagir avec notamment des ions calcium, magnésium qui sont naturellement présents dans le sous-sol. Prenez par exemple le calcaire que vous avez sur le bord de vos éviers ou dans vos salles de bain. C'est typiquement le résultat du CO2 qui est dissous dans l'eau qui va réagir avec les ions calcium et magnésium naturellement présents dans les eaux. Donc ce type de réaction qui produit du calcaire, que l'on appelle de la minéralisation dans le cadre de la séquestration du CO2, ce sont des réactions qui sont bien sûr le bienvenu. Imaginez que le CO2 injecté dans les sous-sols puisse minéraliser et se transformer en phase solide, cela va améliorer la sécurité du processus. En laboratoire, ça se fait dans des cellules qui sont de l'ordre d'une vingtaine de centimètres, qui contiennent de l'eau ou parfois de l'eau salée, dans laquelle on injecte du CO2 et ensuite on modifie la composition de l'eau salée pour voir comment, en fonction des ions qui sont dissous, le CO2 va réagir et ainsi pouvoir être séquestré peut-être plus vite et peut-être qu'on va pouvoir en séquestrer plus. En parallèle des expériences, nous développons aussi des simulations numériques, donc une modélisation de ce processus de transfert du CO2 dans ces nappes aquifères. Pour ce faire, les processus de dissolution sont décrits par des équations différentielles partielles. Donc ces équations d'évolution sont résolues grâce à des ordinateurs et nous permettent numériquement d'évaluer les flux de transfert du CO2. La dernière étape consiste à connecter les prédictions théoriques obtenues par ces simulations numériques avec les expériences obtenues en laboratoire pour évidemment vérifier si les modèles prédisent correctement et quantitativement ce qui est observé dans les expériences.
Et grâce à ça, nous pourrons à ce moment-là utiliser les modèles avec des valeurs de paramètres qui sont celles sur le terrain à beaucoup plus grande échelle, à des échelles géologiques, pour pouvoir vraiment prédire à ce moment-là les flux de CO2 qui peuvent être séquestrés dans les vrais sites géologiques. L'effet de réaction chimique sur la séquestration du CO2 est vraiment au carrefour de différentes disciplines. Il y a des aspects évidemment de réactivité chimique pour laquelle nous avons besoin de l'expertise de chimistes. Il y a l'effet de réaction chimique sur ces mouvements de fluide et donc sur le transfert du CO2. Ça, c'est plus des équations qui impliquent le mouvement de fluide, de l'hydrodynamique, donc c'est de la physique. Bien sûr, c'est un problème environnemental pour lequel il faut suivre la littérature liée aux sciences de l'environnement et aux aspects géologiques. Et donc cet aspect pluridisciplinaire ne peut avancer que si on combine l'effort de chimistes, de physiciens, de mathématiciens qui gèrent évidemment ces équations d'évolution assez complexes, mais également de géologues ou de personnes qualifiées en sciences de l'environnement. Et pour chacun de ces aspects, nous essayons d'avoir à la fois un expérimentateur et un théoricien. Donc bien sûr, il nous reste encore beaucoup de choses à envisager, de perspectives pour rendre les modèles et les expériences plus proches des conditions réalistes de la séquestration géologique, donc en termes de pression et de composition. Mais les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent sont très encourageants et ont permis de montrer que la chimie allait véritablement pouvoir aider et faisait partie de la solution.